Le capitaine Russell, Rusty Hawthorne, se tenait au bord du quai de vente aux enchères de la station de récupération 7, son visage buriné reflétant la lueur bleu pâle de l'affichage holographique affichant les lots du jour. L'immense hangar s'étendait devant lui, rempli de navires abandonnés ayant connu des jours meilleurs, chacun racontant une histoire d'abandon, d'échec ou de simple négligence. Mais ses yeux étaient fixés sur Lot 47, un croiseur galactique de classe Méridien qui reposait dans un coin du hangar depuis 3 mois standard, accumulant poussière et condensation spatiale provenant de l'atmosphère recyclée de la station. 34 000 parsecs sur le journal de navigation, murmura-t-il, en consultant son bloc de données pour la 5e fois. Ce n'est rien pour un croiseur de classe Méridien. Ces beautés sont conçues pour supporter 500 000 parsecs avant une révision majeure. Hubben, son associé, un terrien trapu du nom de Walter Grimes, s'approcha de lui en traînant les pieds, sirotant une tasse de café synthétique qui sentait le caoutchouc brûlé. « Tu ne penses pas sérieusement à ce tas, n'est-ce pas, Rusty ? Regarde-le. Ce n'est pas pour rien que personne n'y a touché en 3 enchères. » Rusty plissa les yeux vers le croiseur. Même à cette distance, il pouvait voir la crasse accumulée sur sa coque, la légère gîte du stabilisateur bâbord et ce qui semblait être des dommages d'impact sur les portes de la soute. Mais sous toute cette négligence, il voyait autre chose. Le design distinctif et élancé de la classe Méridien, le blindage renforcé de la coque en titane qui brillait encore faiblement à travers la poussière, et surtout, le collecteur hyperspatial intact qui, à lui seul, valait plus que l'enchère initiale. « C'est exactement pour ça que je suis intéressé, Walt, » répondit Rusty de sa voix. Il a l'assurance de quelqu'un qui vend des objets de récupération depuis 20 ans. Tout le monde voit des problèmes. Moi, je vois du potentiel. De plus, un croiseur comme celui-ci devrait valoir au moins 50 000 crédits sur le marché libre, les enchères actuelles s'élevant à 8 000. Walter a failli s'étouffer avec son café. 8 000 pour un Méridian ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ce que je compte bien découvrir, dit Rusty, se dirigeant déjà vers le bureau d'enregistrement. La vente aux enchères commença précisément à midi, sous la plume du commissaire-priseur, un centaurien mince du nom de M. Cornelius Vance, qui énuméra les numéros de lot avec un manque de pratique. Rusty attendait patiemment que le matériel minier, les navettes endommagées et diverses pièces de machinerie de la station soient mises aux enchères. Finalement, le lot 47 fut adjugé. Un croiseur de classe Méridien. Numéro d'immatriculation. November Charlie 772, annonce Vance, sa voix résonnant dans le hangar. 34 000 parsecs au journal, dernier enregistrement au consortium minier d'Altaïr. Prix de départ, 8 000 crédits. Rusty leva aussitôt sa pagaie. Le silence retomba dans le hangar. Aucune autre pagaie ne se leva. 8 000 au monsieur en veste marron, dit Vance en regardant la foule. J'entends 8 500 ? Rien. 8 000, une fois, 2 fois. Vance marqua une pause, visiblement surpris par le manque d'intérêt. Vendu au capitaine Hawthorne pour 8 000 crédits. Alors que Rusty se dirigeait vers le terminal de paiement, il entendit 2 récupérateurs discuter près de la sortie. « C'est le maudit Méridien », dit l'un d'eux. 3 propriétaires précédents, tous ont fait faillite moins d'1 an après l'achat. J'ai entendu dire que le système de survie tombe en panne de façon aléatoire, a ajouté l'autre, et que l'ordinateur de navigation parle par énigme. Rusty sourit intérieurement. Les sauveteurs étaient superstitieux. La moitié des histoires de navires maudits se résumaient à de simples problèmes mécaniques que personne ne prenait la peine de diagnostiquer correctement. Pourtant, tandis qu'il transférait les crédits et recevait les codes d'accès, une petite partie de lui se demandait dans quoi il s'était embarqué. 2 heures plus tard, Rusty se tenait dans le hangar principal où attendait sa nouvelle acquisition. De près, le croiseur paraissait encore plus négligé que sur la plateforme d'enchères. Des couches de poussière cosmique s'étaient déposées dans chaque fissure et d'étranges formations cristallines se formaient sur la coque, là où la condensation avait gelé et dégelé à plusieurs reprises dans les zones climatiques variables de la station. « Eh bien, ma vieille, dit-il,
en passant la main sur la coque. Voyons quel secret tu caches. Il saisit le code d'accès, et le sas principal s'ouvrit avec un grincement grinçant, suggérant que les joints devaient être remplacés immédiatement. L'odeur qui s'en dégageait était un mélange d'air vicié, de vieux lubrifiants et d'une odeur vaguement organique qu'il ne parvenait pas à identifier. Allumant sa lampe de travail portative, il entra. L'intérieur était étonnamment bien conservé. Le couloir de commandement s'étendait devant lui, ses murs en acier brossé conservant leur finition d'origine sous la poussière. Des bandes lumineuses de secours projetaient une faible lueur ambrée, indiquant que les cellules d'alimentation de secours étaient encore fonctionnelles. C'était déjà un bon signe. En avançant vers la passerelle, Rusty ne put s'empêcher de siffler en signe de reconnaissance. Malgré leur négligence, les postes de commandement étaient tous intacts. Le siège du capitaine, recouvert de cuir martien véritable, présentait une usure minime. Les projecteurs holographiques de la console de navigation étaient poussiéreux, mais intacts. Même les écrans du hublot étaient encore opérationnels, bien que fermés. Ordinateur de navigation, répondez, ordonna-t-il. La passerelle s'anima soudain d'une douce lueur bleue lorsque l'ordinateur s'activa. « Salutations, nouveau capitaine », dit une voix féminine agréable. « Je suis le système intégré de navigation et d'éducation Méridiane, mon nom. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Exécutez un diagnostic complet, » ordonna Rusty. « Je veux savoir tout ce qui ne va pas sur ce navire. » Bien sûr, capitaine. Diagnostic en cours. Diagnostic terminé. Souhaitez-vous le rapport complet ou le résumé ? Commençons par le résumé. Voici le résumé. Rendement moteur à 62% en raison d'une accumulation de calamine dans les collecteurs d'injection. Le circuit hydraulique du stabilisateur bâbord nécessite un remplacement du fluide. Les actionneurs des portes de la soute doivent être recalibrés. 43% des éclairages extérieurs sont hors service. Le système de traitement des déchets nécessite le remplacement des filtres. Tous les systèmes critiques sont opérationnels. Le navire est apte à l'espace grâce à la maintenance recommandée. Rusty fronça les sourcils. C'est tout ? Pas de dommages structurels majeurs ? Pas de panne critique ? Négatif. Capitaine. Ce navire a été bien entretenu tout au long de son histoire opérationnelle. Les problèmes actuels sont cohérents avec 3 mois d'inactivité dans des conditions de stockage sous-optimales. Alors pourquoi 3 anciens propriétaires ont-ils fait faillite ? Mine s'est arrêté un instant. L'accès aux archives historiques révèle que les anciens propriétaires semblent avoir investi massivement dans des opérations minières infructueuses dans le système Vega. Leurs difficultés financières n'étaient pas liées aux performances du navire, rit Rusty. Ce n'est donc pas le navire qui a été maudit, mais leur décision commerciale. Superstition typique des sauveteurs. Il passa les 3 heures suivantes à effectuer sa propre inspection, rampant dans les tunnels de maintenance, vérifiant le compartiment moteur et testant divers systèmes. Ce qu'il trouva confirma mon évaluation. Le vaisseau était sale et nécessitait des réparations, mais structurellement et mécaniquement, il était en bon état. Mieux que ça, en fait. C'était une aubaine à 8000 crédits. Son communicateur vibra. Le visage de Walter apparut sur le petit écran. « C'est vraiment grave, Walt ? Tu ne vas pas le croire, » dit Rusty en souriant. « Elle a juste besoin d'un bon nettoyage et d'un petit entretien. Je l'amène à l'atelier. Tu vas vraiment faire voler ce truc ? Pourquoi pas ? Le mien dit qu'elle est digne de l'espace. Le mien ? L'ordinateur de navigation. Apparemment, elle a une personnalité. » L'expression de Walter était sceptique. Dernier mot célèbre. Partenaire. Je vais demander à l'équipe médicale d'être prête. Rusty s'installa dans le siège du capitaine et commença la séquence de démarrage. Les moteurs ronronnèrent, avec un ralenti légèrement irrégulier suggérant un bon nettoyage, mais ils étaient stables. Les unités antigravité s'engagèrent en douceur, soulevant le croiseur du sol du hangar. Contrôle de sauvetage. Nous sommes en novembre. Charlie 772 demande l'autorisation de départ.
annonça-t-il. Novembre. Charlie 772, vous êtes autorisé à décoller par la B7. Bon voyage, capitaine Hawthorne. Essayez de ne pas tomber en panne dans les voies de navigation. Votre confiance est un contrôle absolu, répondit Rusty sèchement. Le trajet jusqu'à son atelier de restauration, côté industriel de la station, ne dura que 20 minutes. Mais ce fut suffisant pour que Rusty se familiarise avec le vaisseau. Malgré la montée en puissance du moteur, le maniement était impeccable. Les commandes étaient réactives, la gravité artificielle restait stable, et mon système de navigation s'est révélé exceptionnellement performant, fournissant des mises à jour et des suggestions constantes pour des vecteurs de poussée optimaux. Son atelier de restauration était une ancienne soute à marchandises qu'il louait depuis 5 ans. De l'extérieur, ce n'était qu'un simple espace industriel crasseux parmi des centaines d'autres, mais à l'intérieur, il était équipé de tout le nécessaire pour ressusciter un navire. Ordinateur de diagnostic, système de nettoyage automatisé, outillage complet et, surtout, des années de pièces détachées accumulées lors de diverses opérations de sauvetage. Walter attendait à l'accostage, accompagné de leur partenaire junior, une jeune ingénieure nommée Patricia Sterling, que tout le monde appelait Trish. Fraîchement sortie de l'Académie technique d'Europe, elle avait hâte de faire ses preuves dans le domaine du sauvetage. « Quel vent stellaire !» s'exclama Trish, tandis que Rusty coupait les moteurs. « C'est vraiment un cours de méridien ?» J'ai étudié ça à l'école. C'étaient les croiseurs long courriers haut de gamme de leur époque. Le consortium minier d'Altaïr a dû le payer une fortune à son lancement. Et on l'a eu pour 8000 crédits, dit Rusty en sortant du sas. Et on l'a eu pour 8000 crédits, dit Rusty en sortant du sas. Vous voulez savoir le meilleur? Il n'a rien de vraiment défectueux. Alors pourquoi? Commença Walter. Superstition et ignorance, interrompit Rusty. Les anciens propriétaires ont pris de mauvaises décisions commerciales et ont fait faillite. Les sauveteurs pensaient que le navire était maudit. 3 mois passés dans ce hangar, plein de courants d'air, ont fait le reste. Mais sous toute cette crasse se cache un candidat idéal à la restauration. Trish consultait déjà les spécifications du vaisseau sur son bloc de données. « Capitaine, vous rendez-vous compte de ce que vous avez là? Ce n'est pas n'importe quel méridien. C'est un série 4 équipé de l'hyperpropulsion améliorée et du système de survie prolongé. Ces appareils ont été spécialement conçus pour l'exploration spatiale profonde. Le corps d'exploration galactique les utilisait autrefois pour ses missions à longue portée. Non, ce qui explique le faible nombre de parsecs, songea Rusty. Les missions de reconnaissance impliquent beaucoup de temps assis à scanner et peu de vol. Bon, l'équipe, au travail. Je veux que ce vaisseau ait l'air tout droit sorti d'une chaîne de montage. Ils ont commencé par l'extérieur. Le système de lavage automatique était conçu pour des transporteurs de frais standards. Il a donc fallu lancer le cycle 3 fois pour éliminer toute la saleté accumulée. Chaque passage révélait un peu plus la beauté originelle du navire. La coque n'était pas seulement en titane, mais en composite de titane avec un revêtement cristallin qui lui donnait un aspect presque irisé une fois nettoyé. Les dommages causés par l'impact sur les portes de chargement se révélèrent purement esthétiques, de simples éraflures de peinture résultant de ce qui semblait être un accostage maladroit. « Regarde ça !» dit Walter en sifflant d'un air appréciateur, le rinçage final terminé. « Elle est magnifique sous toute cette saleté. L'intégrité de la coque est encore meilleure que je ne le pensais. » Rapporta Trish en passant son scanner à la surface. Aucune microfracture, aucun point de tension. Le revêtement cristallin a parfaitement protégé le métal de base. Ce type de construction n'est même plus utilisé, car trop cher, acquiesça Rusty, calculant déjà mentalement la valeur croissante du vaisseau. Passons au moteur. Les miens indiquaient un rendement de 62%. Je les veux à 95% minimum. Le compartiment moteur témoignait de la philosophie de Meridian, axée sur la suringénierie. Là où la plupart des vaisseaux n'auraient qu'un seul réacteur principal, le Méridien en possédait 2, permettant une redondance et une meilleure distribution de puissance. Les collecteurs d'injection étaient effectivement obstrués par des dépôts de carbone,
mais un bon nettoyage sonique ne pouvait rien y faire. « Capitaine, regardez ça !» cria Trish du fond du compartiment. Elle examinait l'hyperpropulseur avec une expression stupéfaite. Ce n'est pas un équipement standard. Quelqu'un l'a amélioré avec un motivateur de dynamique quantique. Savez-vous combien ça coûte? Plus que ce que nous avons payé pour le vaisseau entier. Savez-vous combien ça coûte? Plus que ce que nous avons payé pour le vaisseau entier. Devina Rusty. Et c'est 10 fois plus. C'est du matériel de qualité militaire. Comment un consortium minier a-t-il pu mettre la main dessus? La voix de Mine résonna dans les haut-parleurs du compartiment. Les archives historiques indiquent que le consortium minier d'Altaïr avait un contrat avec la force de défense coloniale pour des opérations de nettoyage d'astéroïdes dans l'espace contesté. L'amélioration de l'hyperpropulsion avait probablement été installée pour permettre une évacuation rapide en cas de rencontre hostile. Un navire minier capable de distancer les pirates, dit Walter. Pas étonnant qu'ils aient fait faillite. Ils avaient dépensé tout leur argent pour le navire et n'avaient plus rien pour les opérations minières. Tandis qu'ils travaillaient sur les moteurs, nettoyant chaque composant et remplaçant les joints usés, Rusty ne pouvait s'empêcher de penser que ce navire avait encore des histoires à raconter. Chaque système examiné révélait une mise à niveau ou une modification coûteuse. Le réseau de capteurs était de spécifications militaires. Les boucliers étaient conçus pour le combat, pas seulement pour les impacts d'astéroïdes. Même le système de survie présentait des redondances qui semblaient excessives pour un vaisseau civil. « À moi !» cria-t-il. « Je veux l'historique complet de ce vaisseau, chaque propriétaire, chaque modification, chaque plan de vol enregistré. Accès aux archives. Capitaine, je rencontre des restrictions de classification. Une grande partie de l'histoire ancienne de ce navire est scellée par les protocoles de défense coloniaux. Je peux vous dire qu'il a été mis en service il y a 15 ans. Il a servi 8 ans au sein d'une organisation répertoriée uniquement comme division des projets spéciaux. Puis, il a été désarmé et vendu au consortium minier Altair il y a 7 ans. Une division de projets spéciaux. Trish leva les yeux de son travail. Je n'en ai jamais entendu parler, car il n'existe pas officiellement, dit Walter d'une voix calme. J'ai passé mes 20 ans dans la marine coloniale. Projets spéciaux, c'était le nom qu'ils utilisaient pour, disons, les opérations contestables. Collecte de renseignements, reconnaissance spatiale, ce genre de choses. Rusty sentit son pouls s'accélérer. On ne restaure donc pas seulement un vaisseau minier. On restaure un ancien vaisseau espion, ce qui explique toutes les améliorations, ajouta Trish, et sans doute pourquoi les récupérateurs le pensaient maudit. Les vaisseaux dont l'histoire est classifiée ont tendance à se forger une réputation. Ils travaillèrent un moment dans un silence pensif, chacun assimilant ces nouvelles informations. Le nettoyage du moteur progressait bien. Les mesures d'efficacité augmentant régulièrement à chaque nettoyage du collecteur. Rusty était passé au stabilisateur bâbord, vidangeant le vieux liquide hydraulique qui avait transformé la structure en goudron. « Tu sais, » finit par dire Walter, « ça pourrait poser problème. Si l'armée découvre que nous avons un de leurs vieux navires de projets spéciaux, il a été légalement déclassé et vendu, » interrompit Rusty. « Nous l'avons acheté honnêtement aux enchères publiques. De plus, cela fait 7 ans. Les secrets que ce vaisseau renfermait autrefois sont depuis longtemps obsolètes. » Un léger carillon venant du mien les interrompit. « Capitaine, j'ai effectué une analyse approfondie de tous les systèmes et découvert quelque chose que vous devriez voir. Il semble y avoir un compartiment scellé derrière la soute principale. Il ne figure sur aucun des schémas officiels. » Les 3 partenaires échangèrent un regard. « Montre-nous », ordonna Rusty. Ils se dirigèrent vers la soute, étonnamment spacieuse pour un vaisseau de cette taille. Le mien projetait une image holographique indiquant l'emplacement du compartiment secret. Il était astucieusement dissimulé derrière ce qui semblait être un panneau de maintenance standard. « Le mécanisme de verrouillage est biométrique », expliqua Mine. « Cependant, en tant que capitaine officiel, vous avez le droit de passer outre. Ouvre-le », ordonna Rusty.
même si une partie de lui se demandait s'il voulait vraiment savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le panneau glissa sur le côté avec un léger sifflement, révélant une pièce compacte d'environ 3 mètres carrés. Les murs étaient tapissés de ce qui ressemblait à des unités de stockage spécialisées, toutes vides, sauf une. À l'intérieur se trouvait un cœur de données, apparemment de qualité militaire, avec un seul voyant orange indiquant qu'il était toujours alimenté. Trish sortit aussitôt son scanner. Il était chiffré avec des protocoles de sécurité de niveau 10. Je ne pourrais pas le déchiffrer même si j'avais 100 ans. Le mien, pouvez-vous y accéder? Demanda Rusty. Négatif, capitaine. Le cryptage est au-delà de mes capacités. Cependant, je détecte une transmission passive provenant de l'appareil. Il semble envoyer une balise de localisation. C'est quoi? Walter recula instinctivement. Vous voulez dire que quelqu'un sait où se trouve cette chose? Le signal est très faible, expliqua le mien. Il ne serait détectable que dans un rayon d'environ 1000 mètres. Étant donné que ce vaisseau est stocké depuis 3 mois sans réponse, il est probable que la balise soit défectueuse ou que son destinataire ne la surveille plus. Rusty observa le cœur de données, évaluant ses options. La meilleure solution serait de le laisser tranquille, voire de s'en débarrasser, mais sa curiosité était piquée. Trish, peux-tu au moins me dire quel genre de données il pourrait contenir? Elle étudia attentivement ses relevés. Vu la capacité de stockage et les besoins énergétiques, je dirais qu'il est conçu pour stocker des données de navigation en grande quantité, peut être des cartes stellaires ou des relevés planétaires, ou la localisation de quelque chose de très précieux, suggéra Walter. La division des projets spéciaux ne voulait pas que cela tombe entre de mauvaises mains. Avant que quiconque puisse répondre, la tonalité d'alerte de la mine retentit. « Capitaine, nous avons une demande de communication entrante. L'identification de l'appelant est bloquée. » Rusty sentit son estomac se serrer. « Passe là !» L'écran de communication de la soute principale s'alluma, révélant une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés tirés en arrière en un chignon strict. Elle ne portait pas d'uniforme, juste un simple costume gris, mais quelque chose dans son allure évoquait l'armée. Je suis la directrice Margaret Stern, retraitée de la division des projets spéciaux coloniaux. J'ai cru comprendre que vous avez récemment acquis l'un de nos vieux navires. Il a été vendu aux enchères publiques, dit Rusty prudemment, en toute légalité. Et en toute légalité. Je ne remets pas en question la légalité, capitaine. Je vous appelle pour vous faire une offre. 50 000 crédits pour le vaisseau en l'état. C'est plus de 6 fois ce que vous avez payé. Walter émit un son étranglé. Trish écarquilla les yeux. Mais Rusty garda une expression neutre. C'est une offre généreuse. Directeur, puis-je vous demander pourquoi vous êtes si intéressé? L'expression de Stern resta inchangée. Nostalgie, capitaine. J'ai servi sur ce vaisseau il y a de nombreuses années. Il a une valeur sentimentale. Assez sentimentale pour payer 50 000 crédits? Je suis une femme aisée, capitaine. L'argent est insignifiant comparé aux souvenirs. Rusty jeta un coup d'œil au cœur de données, toujours illuminé d'une couleur ambrée dans son unité de stockage. J'apprécie votre offre, directeur. Mais je suis restaurateur. Je ne vends pas de navires tant qu'ils ne sont pas entièrement restaurés. C'est une question de fierté professionnelle. Pour la première fois, l'expression de Stern changea légèrement, un léger froncement de sourcils la creusant. 75 000 crédits, capitaine. C'est ma dernière offre. Comme je l'ai dit, directeur, je ne vends pas de projet inachevé. Mais je vais vous dire une chose. Donnez-moi 2 semaines pour terminer la restauration. Et si vous êtes toujours intéressé, nous pourrons discuter d'un prix de marché équitable pour un croiseur de classe Méridien entièrement restauré. Stern resta silencieux un long moment, visiblement calculateur. 2 semaines, capitaine. Je vous recontacterai. L'écran s'éteignit. « Tu es fou ?» explosa Walter.
Elle vient de nous proposer 75 000 crédits, soit un bénéfice de 67 000 crédits pour ne rien faire du tout. Walt a raison, ajouta Trish, même si elle semblait partagée. Ce genre d'argent pourrait nous assurer une survie pendant des années. Rusty s'approcha du cœur de données et le souleva délicatement de son boîtier. Réfléchissez-y. Une directrice du renseignement à la retraite nous offre près de 10 fois le prix que nous avons payé pour ce vaisseau, sans même l'avoir vu. Elle ne cherche pas le vaisseau, elle cherche ça. Et alors ? Demanda Walter. Ce ne sont probablement que de vieilles cartes stellaires ou des renseignements obsolètes. Rien qui vaille la peine de risquer 75 000 crédits. Ou, dit Rusty en retournant le noyau, c'est quelque chose qui vaut bien plus que 75 000 crédits. Quelque chose qu'elle ne veut pas qu'on trouve. Il prit une décision. À moi. Pouvez-vous isoler ce signal de balise ? Assurez-vous qu'il ne puisse pas émettre hors de cette pièce. Affirmatif, capitaine. Je peux établir un champ d'atténuation localisé. Faites-le et commencez à analyser le cryptage. Cherchez des schémas ou des faiblesses. Rusty, avertit Walter, ça commence à ressembler à une de vos aventures. La dernière fois que vous avez vécu une aventure, on a dû fuir la sécurité de la colonie Proxima pendant 3 jours. C'était un malentendu, protesta Rusty. Et on a gagné 30 000 crédits une fois l'affaire réglée. Après avoir payé 15 000 $ de frais juridiques, Trish était restée silencieuse, étudiant attentivement son scanner. Capitaine, j'ai être trouvé quelque chose. Le cryptage est taureau-daté. Il a été créé il y a exactement 15 ans, le jour même de la mise en service du navire. Donc, ce qui est là, dedans est caché depuis le premier jour. Songea Rusty. Que se passait-il il y a 15 ans qui pourrait intéresser la division des projets spéciaux, des recherches dans les archives historiques? Il y a 15 ans, la colonisation de la bordure extérieure était à son apogée. 17 nouveaux systèmes étaient étudiés en vue d'une éventuelle colonisation. On signalait également la disparition de plusieurs navires dans le secteur du Sagittaire, attribués à des erreurs de navigation dans un espace inexploré. Des vaisseaux disparus, dit lentement Walter. Vous ne pensez pas ? Je pense que la directrice Stern est très impatiente de mettre la main sur ce noyau de données, répondit Rusty. Et je veux savoir pourquoi. Nous poursuivons la restauration comme prévu. Si nous parvenons à déchiffrer ce chiffrement dans les 2 prochaines semaines, nous aurons une meilleure idée de ce à quoi nous avons affaire. Ils reprirent le travail, mais l'atmosphère avait changé. Ce simple travail de restauration était devenu quelque chose de plus. Une tâche potentiellement dangereuse, mais aussi potentiellement très rentable. Tandis que Rusty s'employait à remplacer les conduites hydrauliques, son esprit revenait sans cesse au datacore et à l'offre enthousiaste du directeur Stern. Les 3 jours suivants se passèrent dans un tourbillon d'activités. Ils ont remplacé tous les éclairages extérieurs, recalibré les actionneurs des portes de soute et révisé le système de traitement des déchets. Le navire commençait à paraître neuf, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le mien s'est avéré précieux, fournissant des schémas détaillés et des procédures de maintenance qui leur ont épargné des heures d'essai et d'erreurs. C'est le 4e jour que Trish a fait une découverte majeure. Capitaine, lança-t-elle avec enthousiasme depuis la passerelle où elle travaillait avec moi sur le chiffrement. J'ai trouvé quelque chose. Le chiffrement possède une porte dérobée, mais son accès nécessite un marqueur génétique spécifique. De qui s'agit-il ? Demanda Rusty en la rejoignant à la console. Inconnu, mais j'ai trouvé des traces de matière organique sur le port d'accès du noyau de données. Quelqu'un l'a touché sans gants il y a 15 ans. Si nous parvenons à extraire suffisamment d'ADN pour une séquence partielle, nous pourrions être trompé le verrou génétique, conclut Rusty. Brillant. Combien de temps vous faut-il ? Donnez-moi 6 heures et l'accès au séquenceur de l'infirmerie. Pendant que Trish travaillait sur l'énigme génétique, Rusty et Walter se concentraient sur la restauration intérieure. Ils ont remplacé les panneaux de plancher usés des quartiers de l'équipage
réparer un cliquetis persistant dans le système de ventilation et restaurer la cuisine pour qu'elle soit pleinement fonctionnelle. C'était un travail de précision, le genre de travail qui distingue une restauration professionnelle d'une restauration rapide. Vous savez, Walter a dit en installant de nouveaux coussins dans la salle d'observation, même sans ce qui se trouve sur le cœur de données, nous avons un magnifique navire. On pourrait le vendre 40, voire 45 000 crédits une fois terminé. On pourrait, approuva Rusty, mais quelque chose me dit que le cœur de données vaut bien plus. Appelle ça de l'intuition. Moi, j'appelle ça de la cupidité, marmonna Walter. Mais il n'y avait pas vraiment de passion. Il était aussi curieux que Rusty de ce qu'ils avaient découvert. Ce soir-là, Trish fit irruption dans l'atelier, où il peaufinait les performances du moteur. Je l'ai. Le marqueur génétique appartenait à un certain colonel Harrison Blake. Et tenez-vous bien, il est déclaré mort au combat il y a 15 ans, la semaine même de la mise en service du navire. Pratique, dit Rusty. Les morts ne racontent pas d'histoire. Mais leur ADN, oui, sourit Trish. J'ai réussi à synthétiser suffisamment de sa séquence génétique pour déjouer le verrou. Vous voulez voir ce que le colonel Blake a défendu? Ils se sont rassemblés dans le compartiment secret, le cœur de données étant désormais connecté à l'un des ordinateurs portables de Trish. Elle lança la séquence de déverrouillage et, après un moment de tension, le voyant orange passa au vert. « On est à bord », souffla-t-elle. L'écran se remplit de répertoires, des milliers, des cartes stellaires, comme prévu, mais aussi des dossiers personnels, des immatriculations de navires et ce qui ressemblait à des rapports de surveillance, les miens. « Pouvez-vous nous aider à trier ça ?» demanda Rusty. Analyse. Capitaine, il semble que ce soit les archives d'une mission d'études confidentielle dans le secteur Sagittaire. 17 navires ont été envoyés pour cartographier des sites de colonies potentielles. D'après ces dossiers, ils ont trouvé quelque chose. Quel genre de chose? Demanda Walter avec nervosité. Une image apparut à l'écran, une photographie prise depuis l'un des navires d'études. On y voyait un immense vaisseau abandonné, manifestement non humain, dérivant dans l'espace. Son design ne ressemblait à rien de ce que Rusty avait jamais vu, tout en courbe et surface organique. « Un vaisseau extraterrestre », murmura Trish. « Ils ont trouvé des traces de civilisation extraterrestre. »« Continuez à lire », ordonna Rusty, la bouche sèche. Min continua de me passer les dossiers. Les équipes d'exploration établirent une station de recherche dans le système pour étudier l'épave. Ils ont récupéré plusieurs pièces technologiques, dont ce qui semble être un appareil de communication plus rapide que la lumière fonctionnelle, et des échantillons d'un alliage inconnu, plus résistant que tout ce que nous connaissons dans notre base de données de matériaux. C'est pour cela que les vaisseaux ont disparu, a expliqué Walter. Il ne voulait pas que quiconque soit au courant de cette découverte. Mais pourquoi la cacher? A demandé Trish. Ce serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Rusty lisait l'un des dossiers personnels, car ils n'étaient pas les seuls au courant. Regardez ça. Des rapports de renseignement suggéraient que la Confédération centaurienne avait détecté les mêmes signaux. On craignait une course à la technologie. Alors ils ont étouffé l'affaire, conclut Walter. Ils ont tout fait disparaître plutôt que de risquer une guerre pour une technologie extraterrestre. Sauf qu'ils gardaient des archives, fit remarquer Rusty, cachées sur ce vaisseau avec un cadenas génétique. Pourquoi? Intervint le mien. Capitaine, j'ai trouvé une entrée personnelle du colonel Blake dans mon journal de bord. Dois-je la jouer? Fais-le. La voix de Blake emplit le compartiment, rauque et fatigué. Journal de bord personnel. Colonel Harrison Blake. Commandant. Si vous entendez cela, c'est que quelque chose a mal tourné dans la dissimulation. J'ai reçu l'ordre de détruire toutes les preuves de la découverte du Sagittaire, mais je ne peux pas le faire. Cette technologie pourrait tout changer, résoudre notre crise énergétique, ouvrir la voie à de véritables voyages interstellaires et peut être même nous aider à comprendre notre place dans l'univers. Je cache ce disque sur le nouveau vaisseau de surveillance. S'il m'arrive quelque chose, peut être qu'un jour,
quelqu'un de plus courageux que l'administration actuelle le trouvera et fera ce qu'il faut. Les coordonnées de la station de recherche sont inscrites sur les cartes stellaires. Blake dehors. Le compartiment resta silencieux un long moment. Nous avons l'emplacement d'une technologie extraterrestre abandonnée, dit lentement Trish. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le directeur Stern va insister pour acheter ce vaisseau, répondit Rusty. Cela signifie que nous pourrions devenir riches au-delà de nos rêves les plus fous, s'exclama Walter. Cette technologie vaudrait des milliards. Cela signifie aussi que nous pourrions déclencher une guerre interstellaire, fit remarquer Rusty. Les Centauriens sont toujours là, et s'ils découvrent que nous gardons ça secret depuis 15 ans, avant que quiconque puisse réagir, l'alerte de mon vaisseau retentit. Capitaine, détectant plusieurs vaisseaux en approche. 3 vaisseaux, sans transpondeur d'identification. Des pirates? Demanda Walter. Non, répondit Rusty en observant l'écran du capteur. Je parie que le directeur Stern s'impatientait. Ils se précipitèrent vers la passerelle. À travers le hublot, ils purent voir 3 élégants vaisseaux prendre position autour du centre de restauration. Ils n'étaient pas militaires, du moins pas officiellement, mais ils se déplaçaient avec une précision militaire. L'écran de communication s'activa, la directrice Stern apparut, et cette fois, elle n'était pas seule. 2 individus à l'air sérieux, vêtus de costumes sombres, la flanquaient. « Capitaine Hawthorne, dit-elle, toute amitié feinte disparue. Vous avez eu 4 jours. Je crains de ne pouvoir attendre plus longtemps. Vous me transférerez immédiatement la propriété de ce navire, où mes associés monteront à bord et le prendront de force. C'est de la piraterie, dit Rusty calmement, même si son esprit s'emballait. C'est une question de sécurité nationale, rétorqua Stern. Ce vaisseau contient des matériaux classifiés qui n'étaient pas censés être vendus. Le déclassement était une erreur administrative. C'est drôle comme cette erreur a perduré 7 ans, jusqu'à ce que je l'achète. L'expression de Stern se durcit. Vous avez 10 minutes pour décider, capitaine. Transférez le vaisseau de votre plein gré et recevez vos 75 000 crédits, ou nous le prenons et vous n'aurez rien. Et avant de penser à fuir, sachez que vos pinces d'amarrage ont été verrouillées à distance. Vous n'irez nulle part. L'écran s'éteignit. Super, murmura Walter. Votre intuition nous a menés dans une confrontation avec des agents du gouvernement fantôme. Content maintenant? Rusty réfléchissait vite. Mine, le vaisseau est-il pleinement opérationnel? Tous les systèmes fonctionnent dans des conditions acceptables, capitaine. Y compris les armes? Il y eut un silence. Capitaine, ce vaisseau est équipé de systèmes défensifs conformes à son profil de mission initial. 2 canons à impulsion et un bouclier de déviation magnétique. Elle n'a pas mentionné d'armes dans le diagnostic, dit Walter d'un ton accusateur. Vous n'avez pas posé de questions sur les armes, répondit Mine d'un ton neutre. Pouvons-nous briser les pinces d'amarrage? Demanda Rusty. Ces pinces sont conçues pour des navires commerciaux standards. Les moteurs de ce vaisseau pourraient facilement les surcharger. Mais cela causerait des dommages importants à l'infrastructure d'amarrage de la station. Ce dont nous serions responsables, fit remarquer Trish. Mieux vaut que de perdre le vaisseau et peut être notre liberté, répondit Rusty. Mine. Commencez à tracer une route vers le secteur Sagittaire. Capitaine, dit Walter d'un ton pressant, vous n'envisagez pas sérieusement de fuir et de vous rendre sur le site extraterrestre? C'est insensé. Réfléchissez-y, Walt. Stern veut que cette information soit enterrée. Elle l'a gardée secrète pendant 15 ans. Mais si nous parvenons à accéder au site, à tout documenter et à le diffuser sur tous les fils d'actualité de l'espace humain, elle ne pourra plus nous arrêter. Le secret sera dévoilé. Ou on sera mort, rétorqua Walter. Je suis avec le capitaine, dit Trish de manière inattendue. C'est plus grave que nous. Le colonel Blake est mort en essayant de préserver cette information. Ne lui devons-nous pas de la mener à bien? Walter les regarda tour à tour, puis soupira lourdement. J'aurais dû rester à la comptabilité.
D'accord. Mais si on meurt, je vous hante tous les deux. À moi. Chargez les armes et les boucliers, ordonna Rusty en s'attachant au siège du capitaine, et ouvrez un canal avec le directeur Stern. Stern apparut à l'écran, l'air satisfait et confiant. Prêt à être raisonnable, capitaine. En fait, directeur, je voulais vous remercier d'avoir confirmé nos découvertes. Voyez-vous, nous avons déjà accédé au dossier du colonel Blake. Nous sommes au courant de la découverte du Sagittaire. Stern pâlit. C'est impossible. Le cryptage a été brisé par mon brillant ingénieur, dit Rusty en faisant un signe de tête à Trish. Maintenant, vous avez deux choix. Nous laisser partir et disparaître discrètement. Essayez de nous arrêter et nous diffuserons tout aux médias avant que vous puissiez monter à bord. Vous bluffez. Il faudrait du temps pour télécharger autant de données. À moi, dit Rusty. Préparez-vous à transmettre tous les fichiers Sagittarius au réseau d'information coloniale à mon signal. À vous de transmettre, capitaine, confirma-t-il. Les associés de Stern lui chuchotaient avec urgence. Elle leva la main pour les faire taire. Capitaine, vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Cette technologie, entre de mauvaises mains, pourrait déstabiliser notre civilisation tout entière. Ou l'avancée de plusieurs siècles, rétorqua Rusty. Qui vous a donné le droit de faire ce choix pour l'humanité entière? Le gouvernement dûment élu de la Fédération coloniale, répondit Stern. Ce même gouvernement qui ignore votre existence, rétorqua Rusty. Écoutez, directeur, vos jeux d'ombre ne m'intéressent pas. Je suis un sauveteur qui a acheté un navire honnêtement. Maintenant, vous pouvez me laisser vaquer à mes occupations, ou cela deviendra le plus gros sujet du siècle. À vous de voir. Le face-à-face dura de longues secondes. Finalement, Stern prit la parole. Capitaine, vous ignorez totalement où se trouve la station de recherche. Les cartes stellaires ne vous aideront pas à la trouver. Vous voulez parier? Demanda Rusty, même s'il n'en était pas si sûr intérieurement. Tu veux parier? Demanda Rusty, même s'il n'en était pas sûr intérieurement. Ma voix l'interrompit. Capitaine, j'ai terminé l'analyse des coordonnées embarquées. La station de recherche se trouve dans le système Sagittaire 4 à 7 alpha, à environ 43 parsecs de notre position actuelle. L'expression de Stern expliqua à Rusty tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le mien l'avait trouvé. Restez à terre, directeur, dit Rusty. Nous partons. Si vous allez à cette station, vous commencerez quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, prévint Stern. Peut être que je finirai ce que le colonel Blake a commencé. Quoi qu'il en soit, c'est à moi de décider. Il a coupé la communication. Mine, moteur à pleine puissance. On casse ses attaches d'amarrage. Capitaine, dit Mine, les vaisseaux du directeur Stern alimentent les armes. Bouclier levé, ordonna Rusty. Le vaisseau ronronna, tandis que les systèmes de défense s'activaient. Par le hublot, ils pouvaient voir le scintillement du champ magnétique qui les entourait. « Tenez bon !» prévint-il en poussant la manette des gaz. Les moteurs rugirent, s'écrasant contre les pinces d'amarrage. Le métal gémit et hurla. Puis, dans un violent tremblement, ils se libérèrent. Le croiseur fonça en avant, perturbant au passage l'un des réseaux de communication du centre de restauration. « Ils tirent !» cria Trish. Des rayons pulsés illuminaient l'espace autour d'eux, mais les boucliers tinrent bon. Rusty lança le vaisseau dans une manœuvre d'évitement, utilisant des techniques apprises en contrebande dans sa jeunesse. Le méridien réagit magnifiquement, plus agile que tout ce qui pouvait l'être de cette taille. « Riposteur » demanda le mien. « Négatif. Nous ne cherchons pas à déclencher une guerre. Éloignez-vous simplement. Planifiez un saut hyperdrive. Route la plus rapide vers Sagittarius 4-7 alpha. Chargement hyperdrive. Saut possible en 30 secondes. » Une nouvelle salve de tirs pulsés secoua le vaisseau. Un rayon traversa les boucliers, brûlant la coque tribord. « Dommages mineurs au blindage extérieur », signala Mine. « Intégrité structurelle préservée. » 20 secondes avant le saut, décompta Rusty.
Allez, mon chéri. Tiens bon. Les vaisseaux de Stern se rapprochaient, tentant d'entrer à portée du rayon tracteur. Mais les moteurs améliorés du Méridien prouvaient leur efficacité, les maintenant hors de portée. 10 secondes. Capitaine, dit Walter en agrippant son siège, si nous mourons là-bas, je veux que vous sachiez que vous me devez 50 crédits de cette partie de carte du mois dernier. 5 secondes. Et puis, ajouta Trish, c'est la chose la plus cool que j'ai jamais faite. Sauter. L'espace se tordit autour d'eux tandis que l'hyperpropulsion s'engageait. Les étoiles s'étirèrent en lignes de lumière. Puis ils furent en hyperespace, laissant le directeur Stern et ses vaisseaux loin derrière. La passerelle était silencieuse, hormis le bourdonnement de l'hyperpropulsion. Eh bien, dit finalement Walter, nous sommes maintenant des fugitifs qui ont volé des informations confidentielles et endommagé une station spatiale. Qu'en penses-tu, une restauration réussie? Rusty ne put s'empêcher de rire. Voyons les choses comme ça, Walt. On a transformé un investissement de 8000 crédits en une aventure inoubliable. J'aurais préféré les 75 000 crédits. Où est passé ton sens de la découverte? Demanda Trish. Nous sommes sur le point d'être les premiers humains depuis 15 ans à découvrir une technologie extraterrestre. En supposant qu'il soit toujours là, fit remarquer Walter. Et en supposant que Stern ne nous suive pas, elle le fera, dit Rusty. Mais nous avons une longueur d'avance. La mienne. Combien de temps faudra-t-il pour atteindre le système Sagittaire? À la vitesse actuelle, 10 à 7 heures, capitaine. Et combien de temps leur faudra-t-il pour détecter notre signature hyperspatiale et nous suivre? En supposant qu'ils disposent d'un équipement de suivi de qualité militaire, ils pourraient déterminer notre direction générale en 2 heures. Cependant, sans connaître notre destination exacte, ils devraient explorer plusieurs systèmes. Nous y arriverons donc les premiers, mais de peu, résuma Rusty. Bon, reposez-vous tous. Il faudra être vigilant à notre arrivée. Tandis que ses partenaires se dirigeaient vers les quartiers de l'équipage, Rusty resta sur la passerelle, scrutant les tourbillons de l'hyperespace. Il pensa au colonel Blake qui mourait d'envie de protéger ce secret, au directeur Stern qui voulait désespérément le garder secret et à ce qu'il pourrait trouver à la station de recherche. « Misère, dit-il doucement, que pensez-vous que nous y trouverons ? » Inconnu, capitaine. Mais d'après les données, la technologie récupérée était fonctionnelle. Si les systèmes automatisés de la station l'ont entretenue, on pourrait s'intéresser à une technologie extraterrestre opérationnelle. Et si elle n'a pas été entretenue, à une technologie extraterrestre opérationnelle. Et si elle n'a pas été entretenue, alors on trouvera de la ferraille très chère. Rusty sourit. Quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose à voir. Les heures passèrent lentement. Rusty essaya de dormir, mais il se sentit trop nerveux. Il finit dans la cuisine, préparant du café avec le robot culinaire fraîchement réparé et examinant les dossiers de Blake. Le colonel avait été minutieux, documentant non seulement la découverte, mais aussi les manœuvres politiques qui avaient suivi. La peur avait pris le dessus sur l'émerveillement, le secret sur le progrès scientifique. Trish le rejoignit quelques heures plus tard, semblant tout aussi incapable de dormir. « Capitaine, j'ai réfléchi. Et si Stern avait raison? Et si cette technologie était dangereuse? Toute technologie est dangereuse entre de mauvaises mains, répondit Rusty. Le feu, la poudre à canon, la fission nucléaire. La question est de savoir si nous faisons confiance à l'humanité pour gérer cela de manière responsable. Le sommes-nous? Pensa Rusty. J'ai plus confiance en l'humanité qu'en une organisation secrète qui prend des décisions pour tous. Au moins, avec l'information publique, il y a une responsabilité. Ou le chaos, dit Trish, se faisant l'avocate du diable. Peut être, mais ce n'est pas à nous seuls de décider. Nous documenterons nos découvertes, puis nous laisserons l'humanité décider de ce qu'elle en fera. Walter apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux dressés à des angles étranges. « Vous êtes sérieusement en train de débattre philosophiquement à 3 heures du matin ? Impossible de dormir, demanda Rusty.
Difficile de dormir quand on vole vers la découverte du millénaire ou une mort certaine, grommela Walter en se servant un café. Alors, quel est le plan une fois sur place? On s'amarre à la station si possible, on télécharge tout ce qu'on peut, on documente la technologie extraterrestre et on transmet le tout avant l'arrivée de Stern. C'est simple, dit Walter d'un ton sarcastique. Ou alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? 8 heures plus tard, ils quittèrent l'hyperespace à la limite du système Sagittarius 4 à 7 Alpha. Le spectacle qui s'offrit à eux était spectaculaire. Un système d'étoiles binaires, un soleil jaune et une naine rouge peignaient l'espace de couleurs éclatantes. Cette planète gravitait autour des jumelles et, selon les données de Blake, la station de recherche était dissimulée dans la ceinture d'astéroïdes entre la 4e et la 5e planète. Scan, annonça Mine. Détection de structures artificielles dans la ceinture d'astéroïdes. Les coordonnées correspondent à l'emplacement de la station de recherche. Des signes d'activité? Demanda Rusty. Négatif. Aucune signature énergétique. Aucune communication. Aucune émission de chaleur. La station semble inactive. Ou alors tout le monde est mort, dit Walter d'un ton enjoué. Une seule façon de le savoir. À moi de nous y emmener, doucement et lentement. À mesure qu'ils approchaient de la ceinture d'astéroïdes, l'étendue de ce qu'ils voyaient devenait claire. La station de recherche n'était pas simplement construite dans un astéroïde. Elle en avait été creusée. Une immense installation cachée dans un rocher de la taille d'une petite lune. Et à côté, attachée par des câbles d'amarrage, se trouvait l'épave extraterrestre. Même de loin, le vaisseau extraterrestre était époustouflant. Il devait être au moins 3 fois plus grand que leur classe méridienne, avec une coque qui semblait scintiller et se déplacer sous l'effet de la lumière. Les courbes organiques qu'ils avaient vues sur les photos étaient encore plus prononcées en vrai, lui donnant un aspect plus adulte que construit. Par les étoiles, souffla Triche. C'est magnifique. Et c'est complètement noir, fit remarquer Walter. Pas de lumière, pas de relevé d'énergie. C'est mort. La station a un port d'amarrage qui semble intact, rapporta Mine. On peut tenter l'amarrage mais sans électricité. Il faudra actionner manuellement les sas. Fais-le, ordonna Rusty. L'amarrage était délicat sans guidage de la station, mais Mine y est parvenu avec une précision mécanique. Les verrous magnétiques se sont enclenchés avec un bruit sourd satisfaisant. Vérification de l'atmosphère, demanda Rusty. La station a une atmosphère minimale, environ 12% de la norme. Vous aurez besoin de combinaisons environnementales. Ils ont revêtu l'équipement qu'ils avaient heureusement conservé de leurs opérations de sauvetage. Les combinaisons étaient volumineuses, mais fiables, avec suffisamment d'air pour 6 heures de fonctionnement. Souviens-toi, dit Rusty alors qu'il se tenait près du sas, nous sommes là pour documenter et télécharger. Ne touchez à rien que vous ne comprenez pas. Ce sera tout, murmura Walter. Les commandes manuelles du sas étaient devenues rigides après des années d'inutilisation, mais ils finirent par l'ouvrir. Leurs lampes de casque percèrent l'obscurité de la station, révélant un couloir qui semblait figé dans le temps. Tout était recouvert d'une fine couche de givre, mais sinon, il était intact. Aucun corps, observa Triche. Ils avaient dû évacuer. Ils s'enfoncèrent dans la station, suivant les panneaux indiquant le centre de commandement. L'installation était plus grande que prévu, avec des laboratoires, des quartiers d'habitation et ce qui ressemblait à un petit hangar. Tout était vide. Tout était silencieux. Le centre de commandement était une salle circulaire, dominée par une table de projection holographique. Rusty trouva les commandes d'alimentation de secours et les activa. Les lumières clignotèrent et les consoles se mirent à bourdonner. Le courant partiellement rétabli, la voix de Mind parvint à travers leur casque de communication. Je communique avec le système informatique de la station. Données significativement corrompues, mais récupérables. Commencez à tout télécharger, ordonna Rusty. Trish essaye de faire fonctionner cette table de projection. Pendant qu'il travaillait, Walter montait la garde à l'entrée,
mais on ne savait pas précisément contre quoi ils se protégeaient dans une station abandonnée. « Combien de temps penses-tu qu'il nous reste avant l'arrivée de Stern ?»« 2 heures, peu, être 3, estima Rusty. Moi, je me concentre sur les données de technologie extraterrestre. » La table de projection s'anima soudain, affichant une carte tridimensionnelle de la station. Mais elle montrait aussi autre chose. Une section qui ne figurait sur aucun de leurs plans. « Il y a un coffre-fort, » dit Trish, au sous-sol 3. « Il est signalé par des avertissements de danger biologique. »« Danger biologique ?» demanda Walter nerveusement. « On devrait peu être laissé ça de côté. » Mais Rusty se dirigeait déjà vers la porte. « On est arrivé jusqu'ici, autant tout voir. » Le chemin vers le coffre-fort les fit traverser des sections de la station qui montraient des signes d'abandon précipité, équipements éparpillés, chaises renversées et, dans un laboratoire, des expériences encore posées sur des tables figées dans le temps. La porte du coffre-fort était massive, conçue pour contenir un objet dangereux, mais elle était ouverte, les verrous déverrouillés. « Ce n'est pas du tout inquiétant, » dit Walter. À l'intérieur du coffre se trouvait une seule pièce contenant 3 objets sur des piédestaux. Ils ressemblaient à des appareils, chacun de la taille d'un ballon de basket, fait du même matériau scintillant que la coque du vaisseau extraterrestre. « À moi, une idée de ce que c'est ?» demanda Rusty en scrutant. « Capitaine, ces appareils émettent un champ d'énergie de faible intensité, dont la raison est inconnue, mais ils semblent actifs. » Actifs, après 15 ans, leur signature énergétique suggère qu'ils sont autonomes. Ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. De l'énergie perpétuelle, dit Trish avec enthousiasme. C'est impossible. Pas pour ceux qui les ont construits, répondit Rusty. Il s'approcha prudemment de l'appareil le plus proche. De près, il vit que sa surface était couverte de motifs complexes qui semblaient bouger et se déplacer, comme une écriture qui ne tenait pas en place. « Je vais le regretter », murmura-t-il en tendant la main pour le toucher. Au moment où sa main gantée le toucha, l'appareil s'anima. Les motifs à sa surface se mirent à tourner rapidement. Et soudain, l'écran du casque de Rusty se remplit de symboles et d'images. « Capitaine !» cria Trish, mais sa voix semblait lointaine. Les images se résumèrent à quelque chose de compréhensible. Des cartes du ciel, mais pas comme celles des humains. Elles montraient la galaxie sous un angle complètement différent, avec des racines et des connexions entre des systèmes qui ne suivaient aucune physique connue. Et il y avait autre chose. Un message, répété sans cesse, dans une langue qui, d'une certaine manière, avait du sens malgré son étranger. « Héritier, » disait-il, « vous avez trouvé notre don. Utilisez-le à bon escient. » La vision prit fin aussi soudainement qu'elle avait commencé. Rusty recula en titubant, la tête lui tournant. « Capitaine, vous allez bien ?» Trish était à ses côtés. Scanner sortit. « Je vais bien, » dit-il, même s'il n'en était pas certain. « L'appareil, il communiquait avec moi, il m'a montré des choses. Ton activité neuronale a connu une augmentation spectaculaire, a rapporté mine, mais aucun dommage permanent n'a été détecté. »« Qu'est-ce qu'il t'a montré ?» demanda Walter. « Des routes de navigation, des façons de voyager entre les étoiles que nous n'avions jamais imaginées, et un message. Ils nous ont laissé ça pour que nous le trouvions. Il, celui qui a construit ce vaisseau là-bas. Ils sont partis, on ne sait combien de temps, mais ils ont laissé leur technologie à la prochaine espèce. Pour nous, avant que quiconque puisse réagir, l'alerte de mon vaisseau a retenti. Capitaine, détectant des signatures d'émergence hyperspatiale. 3 vaisseaux correspondant à la configuration de ceux du directeur Stern. « Il est temps d'y aller, » dit Rusty. « Prenez les appareils. »« Vous êtes fous ?» protesta Walter. « On ne sait pas ce qu'ils font. Nous savons qu'il s'agit de la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité, » répondit Rusty en soulevant prudemment l'un des appareils. « Il était étonnamment léger, et nous savons que Stern les enterrera à jamais si elle les récupère. » Ils prirent chacun un appareil et coururent vers le vaisseau. Derrière eux,
Ils entendirent le mien compter les secondes avant l'arrivée de Stern. À 5 minutes de leur arrivée à portée de tir, ils franchirent le sas en un temps record, sans se soucier des procédures de décontamination. Rusty se laissa tomber dans le siège du capitaine, tandis que Trish et Walter sécurisaient les appareils extraterrestres. Mince, avons-nous toutes les données de la station? Téléchargement à 87%. Capitaine, il faudra bien. Détachez-vous et sortez-nous d'ici. Les pinces d'amarrage se sont relâchées et Rusty a allumé les moteurs, s'éloignant de la station juste au moment où les vaisseaux de Stern quittaient l'hyperespace. Communication entrante, annonça Mine. Ignorez-la. Planifiez une route vers le système habité le plus proche avec un média important. Capitaine, dit Mine, les vaisseaux du directeur Stern se déplacent pour intercepter. Et capitaine, ils chargent leurs armes. Tant pis pour le combat, dit Walter. Et maintenant? Rusty regarda l'appareil extraterrestre qu'il avait touché, toujours posé sur la console à côté de lui. Les motifs à sa surface bougeaient toujours, essayant toujours de lui dire quelque chose. Mine, pouvez-vous vous connecter à cet appareil? Inconnu. Capitaine, la technologie dépasse mes compétences. Essaie quand même. Le mien a sorti une sonde de la console, touchant l'appareil. Aussitôt, la passerelle s'est remplie d'écrans holographiques, des cartes du ciel se superposant aux écrans de navigation habituels. Mais ce n'étaient pas que des cartes. Elles montraient autre chose, des chemins spatiaux qui ne devraient pas exister. « Capitaine », a dit le mien. Et pour la première fois, l'IA a semblé surprise. Je lis des données de navigation pour une forme de voyage plus rapide que la lumière qui ne correspond à aucune théorie connue. Il semble qu'il s'agisse d'instructions pour replier l'espace lui-même. Pouvons-nous l'utiliser? En théorie. Mais, capitaine, cela n'a absolument pas été testé. Nous pourrions atterrir n'importe où ou nulle part. Les vaisseaux de Stern se rapprochaient rapidement. Les premiers rayons pulsés furent lancés, leurs boucliers s'embrasant sous l'impact. Nulle part ailleurs on ne sent mieux que capturer, décida Rusty. Fais-le, Mine. Active ce que cette chose nous dit de faire. Rusty, non, cria Walter. Mais c'était trop tard. Mine s'interfaça complètement avec l'appareil extraterrestre. Les motifs à sa surface tournoyèrent plus vite, et soudain, l'espace autour du vaisseau commença à se déformer. Non pas l'étendue familière de l'hyperespace, mais quelque chose de complètement différent. L'espace se replia sur lui-même, créant un tunnel d'énergie tourbillonnante. « Accroche-toi à quelque chose !» hurla Rusty. Le vaisseau fit une embardée et s'engagea dans le tunnel. Pendant un instant qui dura une éternité, ils furent partout et nulle part à la fois. Rusty pouvait voir la galaxie entière s'étendre devant lui. Chaque étoile, chaque planète, toutes reliées par des fils de lumière pulsés d'énergie extraterrestre. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, ce fut terminé. Ils émergèrent dans l'espace normal, les alarmes hurlant et les systèmes peinant à compenser ce qui venait de se passer. « Où sommes-nous » demanda Walter, la voix tremblante. « Scanner » répondit Mine. « Nous sommes dans le système Centauri. Capitaine, nous venons de parcourir 93 parsecs en moins de 4 secondes. C'est impossible, souffla Trish. Plus maintenant, dit Rusty en fixant l'appareil extraterrestre avec un respect renouvelé. Nous venons de tout changer. Capitaine, interrompit Mine. Nous sommes interpellés par le commandement de la défense Centauri. Ils veulent savoir comment nous sommes apparus dans leur espace sans utiliser une voie hyperspatiale reconnue. Rusty rit, l'adrénaline le rendant fou de joie. Dites-leur que nous serions ravis de vous expliquer. Et même, connectez-nous à leur chaîne d'information. Il est temps que la galaxie découvre ce qui lui a été caché pendant 15 ans. Stern va nous traquer, prévint Walter. Quel essai? Nous ne sommes plus de simples lanceurs d'alerte, Walt. Nous sommes les propriétaires du seul vaisseau spatial habité doté d'une technologie extraterrestre, plus rapide que la lumière. Quelque chose me dit que nous allons devenir très populaires. Tandis que le mien établissait des liens avec divers médias et agences gouvernementales, Rusty observait ses partenaires.
Trish étudiait déjà les appareils avec son scanner, marmonnant avec enthousiasme des choses comme les signatures énergétiques et la physique théorique. Walter secouait la tête, mais souriait malgré lui. « Alors, dit Rusty, tu penses toujours qu'on aurait dû prendre les 75 000 crédits ?» Walter réfléchit. « Repose-moi la question quand nous ne serons pas traqués par des organisations de l'ombre et que nous n'entrerons peu, être pas dans une nouvelle ère d'exploration spatiale. Où est passé ton sens de l'aventure ? » « Je l'ai laissé à la station, ainsi que mon bon sens, » répondit Walter. « Mais je dois admettre que c'est mieux que des opérations de sauvetage de routine. » L'écran de communication s'illumina de multiples flux, de journalistes, de représentants du gouvernement et de scientifiques réclamant tous des informations. En arrière-plan, Rusty pouvait voir leur croiseur de classe Méridien sur divers fils d'actualité, présenté comme le vaisseau qui avait tout changé et confirmé le premier contact. Capitaine Hawthorne interpella un journaliste. « Pouvez-vous confirmer avoir découvert une technologie extraterrestre ?»« Pas seulement découverte, » répondit Rusty en brandissant l'un des appareils pour que les caméras puissent le voir. « Nous l'avons utilisé. Nous venons de quitter le secteur Sagittaire pour Centauri en 4 secondes, grâce à la technologie héritée d'une civilisation extraterrestre, et nous avons les données pour le prouver. Les flux s'enchaînèrent, tout le monde parlant en même temps. Mais Rusty n'y prêtait plus attention. Il pensait au colonel Blake, mort pour préserver ce moment, au directeur Stern, dont le monde secret était sur le point de s'écrouler, et au petit Passa, non, au croiseur de classe Méridien, dont personne ne voulait aux enchères. Le croiseur de classe Méridien dont personne ne voulait aux enchères. « À moi ?» dit-il doucement. « Coût total de la restauration, 4 300 crédits. Capitaine. Et la valeur actuelle estimée de notre vaisseau, compte tenu de ses capacités uniques ? Incalculable. Capitaine. Vous possédez le seul vaisseau équipé d'une technologie extraterrestre fonctionnelle. Différents gouvernements et entreprises offriront probablement des milliards pour l'acheter. Mais nous ne vendrons pas, dit Rusty fermement. Non, non, demanda Walter. Non, nous allons l'utiliser. Explorer les itinéraires que l'appareil m'a indiqués. Découvrir ce que les extraterrestres ont laissé derrière eux. Être même découvrir ce qui leur est arrivé. Ça a l'air vraiment incroyable, dit Trish. Compte sur moi. Walter soupira dramatiquement. J'imagine qu'il faut que quelqu'un vous empêche de vous faire tuer. Très bien, je suis partant aussi. Tandis que le chaos du premier contact continuait de se dérouler autour d'eux, les 3 partenaires se tenaient sur le pont de leur croiseur restauré, scrutant les étoiles qui semblaient soudain pleines d'infinies possibilités. Le vaisseau dont personne ne voulait était devenu le vaisseau le plus précieux de l'espace humain, et leur simple travail de restauration s'était transformé en une aventure de plusieurs vies. « Tu sais, » dit Rusty, « on n'a jamais terminé les détails intérieurs de la soute. » Rusty dit, « On n'a jamais terminé les détails intérieurs de la soute. » Walter Ritt. « Sérieux ? On vient d'établir le premier contact avec une technologie extraterrestre, et tu t'inquiètes pour les détails intérieurs. Un professionnel finit toujours le travail, » répondit Rusty avec un sourire. De plus, si nous devons explorer la galaxie, autant le faire avec style. Tandis qu'ils débattaient des mérites de divers choix de décoration intérieure, ponctués d'appels incessants de responsables de plus en plus importants, les appareils extraterrestres continuaient leur mystérieuse rotation, détenant des secrets encore à découvrir. La restauration était terminée, mais le véritable voyage ne faisait que commencer.